Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel ou médiatique pour approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et la journaliste Christine Kelly. Nous parlerons de la question du harcèlement scolaire, comment le combattre. Est-ce le syndrome d'une jeunesse en perdition? Plus largement, comment faire face à la crise de l'école? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Christine Kelly et Gabriel Attal. Christine Kelly, Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission, à l'occasion notamment de la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est le sujet qui va être le fil rouge de notre émission, sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Christine Kelly, vous êtes l'auteur de Pourquoi moi, un livre dans lequel vous évoquez le fait que vous avez été victime de harcèlement durant votre jeunesse. Gabriel Attal, vous en avez fait votre combat. Vous êtes président de l'association Faire Face. Je voulais commencer l'émission par vous demander à tous les deux pourquoi vous avez fait de cette question votre combat, et est-ce que c'est lié à votre enfance et à votre jeunesse? Peut-être commençons par Christine Kelly. D'abord, ma fille, elle aura bientôt 12 ans, l'âge que j'avais lorsque j'ai été victime de harcèlement scolaire. Je ne voulais absolument pas qu'il puisse y arriver la même chose qu'à moi, ou au moins qu'elle puisse en parler autour d'elle. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur, et d'autant plus que j'ai réalisé 40 ans plus tard comment j'ai été réellement victime de harcèlement scolaire. Je ne m'étais pas rendu compte. Donc tout ça m'a poussé effectivement à en parler dans ce livre Pourquoi moi. Gabriel Attal. Moi, j'ai voulu en faire un combat quand je suis devenu secrétaire d'État à la jeunesse et plus encore après en tant que ministre de l'Éducation. D'abord parce que je crois que c'est un combat pour l'école. Moi, j'ai pour objectif que l'école permette de véritablement transmettre le savoir aux élèves, d'élever le niveau général à l'école. On ne peut pas espérer élever le niveau à l'école si le climat scolaire est pourri par des situations de harcèlement. Un enfant qui est harcelé, des élèves qui sont dans une classe où un élève est harcelé ne peuvent pas bien apprendre et un professeur ne peut pas bien transmettre dans ces conditions. Mais au-delà de ça, parce que la question du harcèlement, elle renvoie aussi à un combat pour la société. Moi, je crois à une société de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, et c'est en menant ce combat contre le harcèlement à l'école que, j'espère, on arrivera à construire une société du respect et de l'acceptation ensuite. Parce que les jeunes, les enfants qui passent à travers nos écoles, c'est évidemment les citoyens qui vont construire ensuite la France. Christine Kelly, c'est quelque chose qui vous préoccupe, vous l'avez dit, le harcèlement dont vous avez été victime a aussi peut-être changé votre vie. Est-ce que ça vous a perturbé aussi dans votre scolarité quand vous étiez élève en Guadeloupe d'ailleurs? Oui, c'était lorsque j'étais au collège en Guadeloupe, et c'est vrai que ça m'a perturbée. Le sol se dérobe sous vos pieds, vous ne savez pas à qui vous en parlez ou pas. Finalement, ça vous traumatise au fond de vous, ça vous accompagne pendant des années. Et ce que je veux expliquer dans le livre, c'est que ça m'a rongé de l'intérieur sans que je puisse réellement en parler, et que ça a eu un impact physique dans mon corps, sur ma santé, jusqu'à ce que je puisse réellement me rendre compte. Et c'est intéressant de voir, et c'est aussi le fil conducteur du livre, que le harcèlement scolaire, comment dirais-je, les harcelés, lorsqu'ils sont enfants, deviennent les adultes qui souffrent demain. Et les harceleurs d'hier deviennent les adultes violents de demain. Et on voit aujourd'hui quand même dans la vie publique, il y a tout le temps le harcèlement des personnalités politiques, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Regardons par exemple même Brigitte Macron, harcelée, etc. Tout le monde est harcelé. Et ça commence par l'école. Et effectivement, comme dit Gabriel Attal, si à l'école, on ne prend pas les choses en main, on ne pourra pas avoir des adultes qui ont la tête sur les épaules. Si à l'école, on ne protège pas les enfants pour qu'ils puissent bien se construire un discernement, l'école, l'apprentissage, qu'on puisse les protéger quand même de cette violence, comment voulons-nous construire des adultes demain? Donc il faut vraiment prendre la racine à la base, à l'école, parce que moi je l'ai vraiment souffert, j'en ai vraiment, on était victime dans ma chair, et je me rends compte à quel point il faut accompagner l'enfant, d'autant plus qu'aujourd'hui on est vraiment dans une société de violence, on est dans une société d'ailleurs où à l'école on est même obligé d'enseigner des cours d'empathie.
Ah bah, ça me permet de poser une question, je voulais la poser après, mais est-ce que ça s'apprend, vous avez proposé, en tant que Premier ministre, je crois, ou en tant que ministre de l'Éducation nationale, des cours d'empathie, est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'empathie? Est-ce que c'est du ressort de l'école ou est-ce que c'est du ressort des parents? D'abord, vous avez raison de dire que l'école, elle peut beaucoup, mais qu'elle ne peut pas tout. Et c'est vrai qu'on a eu tendance, probablement ces dernières décennies, à charger l'école de beaucoup de missions qui ne sont pas forcément les siennes. Pour autant, moi je crois, et c'est d'ailleurs, je crois profondément la philosophie de l'école de la Troisième République, la philosophie des Lumières, que l'école, elle est là pour apprendre à devenir un citoyen, elle est aussi là pour apprendre à devenir un homme, au sens générique du terme. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait l'école, c'est l'instruction de l'esprit et c'est l'éducation du cœur. Et je crois profondément que l'école, elle a cette mission-là. Aussi, évidemment, la socialisation, la sociabilisation, la manière de se comporter en société. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu proposer et développer ce qu'on a appelé des cours d'empathie? J'ai jamais vraiment aimé le terme, j'en ai jamais trouvé un meilleur. Il y a les cours d'éducation civique, est-ce que c'est oui, c'est différent. Même de morale républicaine, je crois, c'est un peu différent. Quand j'ai voulu m'attaquer à ce sujet du harcèlement, je suis allé au Danemark, qui est le pays européen qui a vraiment réussi à faire reculer le harcèlement. J'y suis allé pour voir comment ils avaient fait. J'y ai passé plusieurs jours, j'ai échangé avec la communauté éducative, avec les responsables de l'éducation nationale là-bas. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce qui avait fonctionné, c'était de prendre le mal à la racine, comme le disait Christine Kelly, et dès les petites classes, d'avoir des temps dédiés à l'apprentissage de la différence, de la tolérance, de la gestion de ses émotions. Et que c'est ça qui avait véritablement fait la différence et qui avait réussi à faire reculer ce phénomène. Donc on l'a expérimenté, parce que moi je crois beaucoup à ça. Quand on a une idée, quand on veut développer quelque chose, d'abord il faut le tester et ensuite on voit si ça fonctionne. Et je l'avais lancé dans 1500 écoles quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. Et les retours qu'on a eus, des enseignants évidemment, mais aussi les retours qu'on a eus des chercheurs qui ont suivi cette expérimentation, c'est qu'il y a eu une nette amélioration du climat scolaire ensuite. Alors évidemment c'est du temps long, l'éducation, il faudra le mesurer ensuite, mais je crois profondément que c'est une des pierres majeures dans la lutte contre le harcèlement. Christine Kelly, est-ce que ça a été difficile d'en parler? Est-ce qu'il y a un tabou, notamment pour les enfants qui sont victimes de harcèlement? Oui, complètement. Moi, je trouve que... Enfin, je me suis rendu compte après, lorsque j'ai fait un flashback, si vous permettez l'expression, sur ma vie, que j'en ai pas parlé à mes parents. Quand j'écrivais le livre, Élise Boel, l'éditrice, m'a beaucoup aidée à fouiller dans mon passé. Et j'appelle ma mère, je lui dis, mais maman, je t'avais parlé de... Lorsque je me suis fait insulter à l'école du collège, sur le balcon du collège. Elle me dit, ben non. Je dis, mais papa, je t'en ai parlé. Ah ben non, jamais. J'appelle mes deux frères, je dis, mais je vous en ai parlé. Mais mon frère, avec qui je suis très très proche, Philippe, je lui dis, mais je t'en ai parlé. Il me dit, ben non, mais jamais. J'appelle ma petite sœur, je lui dis, mais je t'en ai parlé. Et vous vous rendez compte, 40 ans plus tard, je me rends compte que j'en ai parlé à personne. Personne. J'avais un petit cahier de poésie où j'écrivais, je me défoulais, je racontais mes humeurs, ce qui se passait au quotidien. Je n'en ai même pas parlé. Tout ça pour vous expliquer à quel point j'ai intériorisé tout ça. Pourtant, ça m'accompagnait au quotidien. Je vivais ce harcèlement au quotidien. Ça avait impacté tout mon corps parce qu'on m'avait insulté, donc je voulais me cacher, je voulais disparaître. Je dis tout le temps dans le livre, survivre ou disparaître. Je voulais disparaître. Ça m'a poussé même à faire des tentatives de suicide et je l'ai avoué dans le livre. Donc ça m'a vraiment rongé de l'intérieur et pourtant je n'en ai pas parlé. Donc je trouve que c'est important d'en parler, important d'inciter les enfants à parler. Et si vous permettez, Alexandre, je vais rebondir sur ce que disait le Premier ministre Gabriel Attal, parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que à l'époque, on va dire, lorsque j'étais plus jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a une telle violence, il y a une telle accessibilité à la violence, qu'on arrive à des cours d'empathie, parce qu'il y a des parents aussi qui sont démissionnaires, qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, qui ne s'intéressent pas justement à leurs enfants, même si leurs enfants sont violents à la maison ou à l'école. Je parle trop, pardon. Non, pas du tout. Vous occupez de... J'allais rebondir, vous vous occupez d'une association, oui, je crois, cas d'urgence. Est-ce que vous voyez des parents démissionnaires? Est-ce que c'est pas à eux qu'il faut donner des cours d'empathie finalement? Voilà, c'est pour ça que exactement je rebondis sur le fait qu'il y a l'école et les parents. Parce que moi, je raconte dans le livre d'une petite fille qui s'appelle Léna, qui a 8 ans, qui est dans mon association. Un jour, sa mère m'appelle et me dit, bon voilà, Léna, elle a subi le harcèlement, je n'en peux plus, on est en larmes, elle a les dents cassées, une petite fille de 8 ans avec les dents cassées. Elle a les dents cassées, je dois l'emmener chez le dentiste, etc. Et là, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, j'appelle le maire.
je ne connaissais pas le maire, Xavier Melki, maire de Franconville, et je lui ai dit, il faut absolument qu'on parle. Et je lui ai dit, il faut absolument trouver une solution à cet enfant. Et moi, ça a évidemment réveillé quelque chose en moi, et j'apprécie, parce que Xavier Melki a pris les choses en main. Il s'est rendu compte, en fait, que la petite fille qui l'a harcelait, qui poussait les autres à réagir en meute, comme on voit régulièrement, était dans sa classe, mais aussi habitait sur le palier de cette petite fille. Donc il a fini par expulser le harceleur. Qui était dans un logement social, et qui était dans un logement social. Et c'est intéressant, Alexandre, parce qu'on voit qu'ils avaient déjà plusieurs antécédents et ils étaient vraiment nuisibles déjà dans l'immeuble. Donc vous voyez tout le fil qui a été finalement déconstruit. Donc c'est important, effectivement. Dans mon association, je vois régulièrement, effectivement, des parents démissionnaires face à leurs enfants. Gabriel Attal, est-ce que l'éducation nationale prend ce sujet suffisamment au sérieux? Là, Christine Kelly nous raconte un cas où finalement le harceleur a été expulsé, d'ailleurs pas de l'école, mais du logement, puisqu'il était voisin de la victime, et de l'école aussi. Mais parfois, justement, est-ce qu'on n'a pas tendance à exclure les enfants harcelés plutôt que les enfants harceleurs? Est-ce que ça n'a pas été le réflexe de l'institution pendant longtemps, et est-ce que ça a réellement changé? Bien sûr, pendant très longtemps, ça a été le réflexe. Mais le harcèlement, c'est vieux comme l'école. Il y a toujours eu ce phénomène dans les établissements scolaires, mais il y a 3 bouleversements majeurs ces dernières années. D'abord, notre rapport au harcèlement, celui de l'école, a changé. Le fait qu'on parle de harcèlement, qu'on mette le mot harcèlement sur ce phénomène, c'est assez récent en fait. Ça date d'une quinzaine d'années. Avant, on parlait de chamaillerie, de brimade, et on avait tendance à banaliser. Ça a complètement changé, il y a eu une prise de conscience. Je crois que c'est 2011, Luc Châtel, qui avait commencé véritablement à s'emparer du sujet. Et puis ensuite, les différents ministres qui se sont succédés, je crois, ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. La deuxième mutation, c'est que maintenant, on mesure le phénomène. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai décidé que désormais, chaque année, l'ensemble des élèves de la classe de CE2 à la terminale rempliraient chaque année une grille d'auto-évaluation sur le harcèlement. Ce qui nous permet de mesurer en termes statistiques le nombre d'élèves qui en sont victimes. C'est 700 à 800 000 élèves chaque année, en moyenne 2 élèves par classe qui sont victimes du harcèlement. Et le troisième bouleversement, c'est que le harcèlement n'a plus de frontières. Avant, le harcèlement, il commençait le matin quand on arrivait à l'école, et puis s'arrêtait le soir quand on quittait l'école, et finalement le soir, c'était une respiration, le week-end, c'était une respiration, les vacances, c'était une grande respiration pour les enfants et pour les élèves. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières. Le harcèlement, il ne s'arrête plus quand vous rentrez chez vous, puisqu'il continue sur les réseaux sociaux. D'où le fait que pour beaucoup d'enfants harcelés, beaucoup d'élèves, il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, en fait, que ça ne s'arrête jamais, qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Ce qui explique des drames, malheureusement, qu'on a eu à connaître avec des enfants qui se sont suicidés, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce n'est pas des gamineries, ce n'est pas des chamailleries, c'est quelque chose qui détruit totalement la confiance que vous avez en vous. Et je trouve ce qu'il y a de poignant dans le témoignage, et très puissant dans le témoignage de Christine Kelly dans son ouvrage, c'est que ça montre véritablement les conséquences du phénomène pour un enfant ou pour une jeune fille. Le sentiment de honte, d'abord. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que la honte change de camp. Ce n'est pas à l'élève harcelé d'avoir honte, c'est à ses harceleurs. Le sentiment de culpabilité. Il y a tellement d'élèves qui sont harcelés et qui se disent finalement « j'ai fait quelque chose de mal, c'est de ma faute ». Et puis le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a personne à qui parler. Et tout ça, ça fait que vous avez des enfants qui finissent par élever leur seuil de tolérance et d'acceptation, qui finissent par accepter, même sans s'en rendre compte, des choses qui sont totalement inacceptables, qui n'osent pas en parler ou qui ne pensent même pas en parler, comme le disait Christine, à leur famille. Et je crois qu'on est quand même dans un changement culturel dans l'éducation nationale autour de ça. J'espère y avoir contribué modestement, mais quand je suis arrivé, j'ai signé ce fameux décret qui dit que désormais, c'est à l'élève harceleur de quitter l'établissement et non plus à l'élève harcelé. Vous avez plusieurs centaines déjà de cas avec des élèves harceleurs qui ont dû quitter leur établissement. Ça progresse. Ça peut parfois être un peu plus difficile. Parfois, par ailleurs, vous avez des élèves harcelés qui demandent eux-mêmes vraiment à partir parce qu'il y a le harceleur, il y a le harcelé, puis il y a tous les témoins. Finalement, ils ont envie de changer d'environnement. Quand l'élève harceleur part d'un établissement, comment ça se passe? Il est remis dans un autre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de récidive? Oui, alors il est évidemment affecté dans un autre établissement, puisque c'est le devoir de l'État que de permettre aux élèves de pouvoir accéder à l'éducation. Ce qu'on constate à ce stade, mais évidemment c'est quelque chose qui est très suivi, c'est que, comme le harcèlement, Christine le disait, c'est un phénomène de meute, et souvent les harceleurs le font aussi parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui les encouragent, et ils aiment montrer ça. Et en fait, quand on coupe un harceleur de cette meute-là,
quand même, et qu'il arrive dans un établissement où il ne connaît personne, dans des retours qu'on a aujourd'hui, le phénomène ne se poursuit pas dans le nouvel établissement. Maintenant, il faut être très vigilant, il faut qu'il y ait un suivi. Évidemment, quand un élève harceleur est exclu d'un établissement, qu'il arrive dans un autre, le nouvel établissement est informé, évidemment, des raisons pour lesquelles il a quitté son établissement, et donc il y a un regard et un suivi particulier. Vous avez parlé de la question des réseaux sociaux, qui est une question effectivement nouvelle, mais est-ce qu'on ne focalise pas trop finalement sur ces réseaux sociaux, dans le sens où, comme le disait Christine Kelly tout à l'heure, il y a quand même une montée de la violence dans la société. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas plus un révélateur finalement que coupable du harcèlement? Je pense que c'est à la fois un révélateur, mais aussi un vecteur de banalisation de la violence. On a des jeunes qui, via les réseaux sociaux, sont quand même abreuvés, et les algorithmes en partie sont faits pour ça, de vidéos violentes, dégradantes. Maintenant, on parle de pranks, c'est-à-dire soi-disant des espèces de blagues, mais qui sont bien souvent très dégradantes. Tout ça, ça finit par banaliser la violence chez beaucoup de jeunes. Mais c'est un élément parmi d'autres. Moi, je me bats pour ce que j'appelle une bulle de protection autour de la jeunesse. Un jeune, un enfant, c'est évidemment très fragile. Un bébé ne naît pas malveillant, méchant ou violent. C'est ensuite toute une multitude de facteurs qui font malheureusement qu'on a des jeunes qui partent totalement à la dérive. Et moi, je me bats pour cette bulle de protection. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette bulle de protection ? Il y a évidemment les règles qu'on doit mettre à l'école pour apprendre les droits et devoirs à nos enfants, pour les protéger évidemment de la violence. Il y a les réseaux sociaux. Et avec Marcel Ruffo, dans Le Figaro d'ailleurs, on avait signé une tribune il y a à peu près 1 an pour appeler à des mesures beaucoup plus drastiques sur les réseaux sociaux. Interdiction avant 15 ans, couvre-feu numérique entre 15 et 18 ans, passage des vidéos en noir et blanc au bout de 30 minutes d'utilisation d'un même réseau social et bien d'autres mesures sur ce sujet. Et puis évidemment, la lutte aussi contre les instrumentalisations qui sont faites de certains de nos enfants, y compris par de la radicalisation religieuse, d'où les propositions que j'ai faites par exemple sur l'interdiction du port du voile pour les fillettes, parce qu'on ne peut pas accepter non plus ces instrumentalisations. Donc on voit que c'est finalement une approche globale qu'on doit avoir, parce que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, nos enfants, ils sont quelque part attaqués de toutes parts par des tentatives d'instrumentalisation ou par de la violence. Christine Kelly, vous êtes mère d'une petite fille. Qu'est-ce que vous lui dites par rapport aux réseaux sociaux ? Elle a 12 ans, je crois. Est-ce que c'est interdit à la maison, ou est-ce que vous êtes tolérante ? Est-ce que c'est impossible aussi de l'interdire dans la société où nous sommes ? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que c'est capital à la maison. Alors, elle est, comment dirais-je, elle est dans un pensionnat où il n'y a pas du tout de téléphone portable, d'abord. Et je lui ai acheté un téléphone portable pour qu'elle puisse m'appeler uniquement le vendredi quand je vais la chercher. Et pour la préparer au téléphone portable, je l'ai acheté, je l'ai mis à Noël, 1 an avant, j'ai mis sur la table à la maison, et je lui ai dit, tu vois ça ? Ou bien il te domine, ou bien tu le domines. Et on va apprendre ensemble à le dominer. Et je lui ai dit qu'à chaque fois que tu iras sur le téléphone, parce que ce qui est intéressant, Alexandre, c'est que quand elle avait 8-9 ans, tous les enfants de sa classe avaient un téléphone portable. 8-9 ans. Et je lui ai dit, tu vois, tu peux... Pardon ? Vous pensez que c'est une erreur ? Moi, je trouve que c'est une erreur. Mais les parents cèdent parce que d'autres parents ont cédé. Et je lui ai dit, tu sais, tu peux voir des images qui te font mal et qui peuvent te blesser à vie. Et depuis toute petite, je lui dis, ne regarde jamais sur le dos d'un adulte, ou bien même d'un autre enfant. Parfois, ses cousins avaient un téléphone portable. Je lui dis, ne regarde pas le téléphone portable d'un autre. Tu peux voir des images qui te font mal à vie, qui te blessent à vie. Donc ça a été tout un apprentissage, j'espère l'accompagner, mais effectivement, je l'ai mise dans un pensionnat où le téléphone portable est strictement interdit, et évidemment, pour pouvoir arriver à maîtriser. Je lui dis vraiment qu'il faut absolument qu'elle arrive à maîtriser. Mais j'avais fait avec mon association de familles monoparentales justement une conférence pour sensibiliser ces familles monoparentales, pour qui le téléphone portable est le babysitter, la nounou. On donne le téléphone portable à l'enfant, on est tranquille, il ne bouge pas, voilà, on est tranquille, etc. Et comment je disais à ces familles monoparentales qu'en moyenne, un enfant à 8 ans a déjà vu une image pornographique.
sur le téléphone portable. Donc à partir de là, comme disait Gabriel Attal, les enfants sont déjà sensibilisés à la pornographie, à la violence, au mépris de l'un. La compassion a disparu. Je suis complètement en phase avec le fait qu'un enfant à 2 ans, il naît avec de la compassion, il aime l'autre, il vous voit pleurer, il viendra sécher vos larmes. Et je retombe sur le cours d'empathie. On en est là aujourd'hui sur le fait qu'on est dans une société globale tellement violente qu'il faut absolument réapprendre à aimer l'autre, à écouter l'autre, que ce soit dans la cellule familiale. Et lorsque vous parliez aussi de protection, de bulle de protection, il y a la société famille, il y a la famille, la bulle famille. Cette bulle qu'on a voulu détruire au fil des années, cette bulle qui ne protège plus, où on se dit qu'effectivement tout rentre à l'intérieur, il n'y a plus le père, la mère, quel est le rôle ? On a voulu la détruire, cette bulle. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'au fil des années, on a détruit la famille. La famille, c'est facho. La famille, c'est la destruction. La famille, plus la famille est explosée et plus le père et la mère sont divorcés, à la limite, on fait l'éloge du divorce. C'est pas que je refuse le divorce, ça peut s'entendre. La plupart des enfants sont divorcés, mais je dis que lorsqu'on observe la société, on voit à quel point la famille est complètement détruite, la notion de famille est détruite. Regardons comment maintenant on n'a plus forcément envie d'avoir un enfant, on n'a plus le même... Et pour moi, la famille est la première protection de l'éducation d'un enfant. Ça peut être une famille monoparentale, ça peut être une maman ou un papa qui élève seul son enfant. Ça peut être tout. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. C'est un tabou d'ailleurs de dire que c'est plus difficile. Non, ce n'est pas un tabou. Je pense que maintenant, alors je me suis occupée de cette association que j'ai créée en 2010, ça va faire bientôt 16 ans. À force d'en parler, on se rend compte et on a conscience que c'est beaucoup plus difficile. Mais vous savez, Alexandre, on a 2 profils de famille monoparentale. Celle qui va dire « je ne comprends pas ce que tes devoirs, mais tu te démerdes, si vous permettez l'expression, tu m'emmènes de bonnes notes. Je veux rien savoir ». Et qui est à cheval sur l'éducation de l'enfant, ou bien le profil d'abandon total. D'abandon total, l'enfant qui est en perte de repères et qui se laisse, et que la maman travaille tôt le matin, tard le soir, elle fait 1h30 de transport pour, voilà, etc. Et finalement, elle abandonne totalement. Et on voit justement que dans les délinquants, même les harceleurs et même les délinquants, en général, le profil, ce sont des enfants issus des familles monoparentales. Mais ce n'est pas parce qu'on est issu de familles monoparentales qu'on devient forcément harceleur. Bien, évidemment. Gabriel Attal, 2 choses sur lesquelles j'aimerais vous faire rebondir. Christine Kelly a parlé du pensionnat où est sa fille, où apparemment le téléphone portable est interdit. Est-ce que la solution la plus simple ne serait pas d'interdire le téléphone portable jusqu'au lycée, par exemple? Il y a sans doute des établissements qui le font, mais il ne me semble pas qu'il y ait de règles générales. Pourquoi ne pas l'avoir imposé quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale? On a imposé, la France, on a été, je crois, le premier pays à le faire, l'interdiction du portable au collège. Qui est interdit. Alors, il faut ensuite faire respecter effectivement cette interdiction, et c'est pour ça que des collèges, j'étais encore dans un établissement, s'équipent progressivement d'équipements pour pouvoir le ranger. Pourquoi est-ce qu'à ce stade, il n'a pas été interdit au lycée? Parce que, d'abord, il y a une vraie différence entre le collège et le lycée. C'est qu'au lycée, les élèves ont le droit de sortir de l'établissement dans les intercours. Au collège, ils doivent rester. Non, mais je disais jusqu'au lycée, ça me choque beaucoup moins d'ailleurs que les cas de harcèlement d'ailleurs sont plutôt au collège. Mais oui. alors, donc vous avez dit, vous l'avez interdit, mais on a l'impression que l'interdiction n'est pas respectée. Vous nous avez dit vous-même que ça s'arrêtait jamais, que les élèves étaient. Alors ça peut se faire après, effectivement. Ouais, le cyberharcèlement est plutôt après l'école que pendant l'école. Et encore une fois, l'interdiction au collège, elle est, je crois, globalement mise en œuvre. Après, on sait toujours que c'est dans l'effectivité des choses que ça se joue. Et c'est vrai qu'au départ, l'idée était de dire le téléphone portable est interdit, ils doivent le laisser dans leur sac à dos, et si jamais ils le sortent, il peut y avoir des sanctions. Évidemment qu'il y a des tentations assez fortes de le sortir du sac à dos quand il n'y a pas un adulte qui regarde. Moi, j'ai parlé avec des professeurs, ils me disent, ce que je trouve, moi, un peu facile, mais c'est très difficile à mettre en place. Il faudrait mettre en place des casiers, mais vous avez des établissements qui commencent à le faire. Après, oui, depuis cette rentrée, d'ailleurs. Ouais, après, c'est de l'équipement. Voilà, ça demande. Moi, je défends aussi les casiers pour mettre les manuels scolaires, parce que parfois, vous avez des cartables qui pèsent tellement lourd que ça bousille le dos des élèves. Donc voilà. Après, moi, je défends et j'assume cette approche très stricte sur, en tout cas, les réseaux sociaux et les écrans, y compris dans les plus petites classes. Christine le disait, on a parfois des enfants. Et une étude récemment, au primaire, une étude récemment montrait que
un enfant autour de 6-7 ans passe autant de temps devant un écran qu'en classe sur une année, autour de 860 heures. Et donc, indépendamment des réseaux sociaux, de la violence et du harcèlement, on commence par ailleurs à avoir des études scientifiques qui montrent que l'exposition trop longue à des écrans trop jeunes... Socialise, je suppose. Socialise et même a un impact cognitif. Il y a une étude de Joël Proust du CNRS qui montre qu'en matière, y compris de mémorisation, quand on lit quelque chose, le lire sur un écran, évidemment qu'on n'a pas la même mémorisation quand on lit sur papier. Donc, il faut revenir aussi sur toute cette pente qu'il y a eu ces dernières années dans beaucoup d'établissements scolaires, où certains ont remplacé les manuels, les feuilles. Ça a été une action de l'État, notamment de beaucoup des collectivités locales. locales. Belkacem qui voulait des tablettes dans toutes les écoles. Vous avez proposé tout à l'heure, et vous aviez fait une tribune au Figaro dans ce sens, d'interdire carrément l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à un certain âge. Est-ce que c'est techniquement faisable? On voit aujourd'hui que, comme ça a été dit par Christine Kelly, le contenu pornographique, voire pédopornographique, circule sur les réseaux sociaux, les contenus islamistes également. Donc, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux qu'on fait quand on n'est plus au gouvernement, mais quelque chose de techniquement pas faisable quand on est aux affaires, Gabriel Attal? Non, je crois que c'est possible, et d'ailleurs c'est en train de se faire. La Commission européenne a beaucoup avancé avec les plateformes de réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est un combat qu'on doit mener en Europe. Si on veut instaurer un rapport de force avec eux, c'est plutôt au niveau européen qu'on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une interdiction officiellement. C'est déjà 13 ans. Et en réalité, vous avez énormément d'enfants, d'ados qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous disais techniquement. Alors qu'ils ont moins de 13 ans, parce qu'en réalité, ils s'inscrivent, et puis ils mettent « j'ai 13 ans » alors qu'ils ont moins de 13 ans. Donc voilà. Donc, il y a une solution technique qui, je crois, est en train d'être trouvée. Il y a plusieurs possibilités, on sait, qui existent. Il y a ce qu'on appelle des API qui ont été mises en place par un certain nombre de plateformes, parce qu'il faut à la fois permettre de vérifier l'âge de la personne et de l'utilisateur quand il s'inscrit, sans évidemment transmettre ses données personnelles d'identité à des plateformes, sans qu'on puisse contrôler où ça va. Et là, il y a une solution technique qui est en train d'être trouvée, et je crois que le travail qui avait été fait notamment par Clara Chapaz, qui était ministre du numérique, qui malheureusement a quitté le gouvernement au dernier ou à l'avant-dernier remaniement. Mais qui avait beaucoup avancé avec les plateformes et avec l'Europe là-dessus. Deuxième chose. Pardon, je veux juste ajouter quelque chose, parce que beaucoup de familles ne le savent pas, et beaucoup d'enfants ne le savent pas. Quand on est victime de cyberharcèlement, quand il y a du contenu dégradant qui est posté, et malheureusement c'est ça beaucoup qui arrive, hein. On a un exemple très banal malheureusement, c'est une jeune fille à qui un garçon dont elle est amoureuse lui demande d'envoyer des photos dénudées. Elle le fait et les photos se retrouvent partout sur les réseaux sociaux ensuite. Et ça, c'est abominable. Et c'est abominable parce que derrière, moi, j'ai été confronté à des situations dans le cadre de l'association. C'est des jeunes filles qui ne veulent plus retourner à l'école parce qu'elles se disent que tous les élèves ont vu les photos. Il y a vraiment un réflexe à avoir quand on est parent. Et qu'on est victime, on a un enfant victime de cyberharcèlement ou de revenge porn, comme on dit, c'est d'appeler le 3018. C'est un numéro qui est accessible à tous, et c'est un numéro dont on a fait un signaleur de confiance, c'est ça le terme, auprès des plateformes et des réseaux sociaux. Ça veut dire que si vous avez un contenu de harcèlement sur les réseaux sociaux, un contenu dégradant, vous appelez le 3018, vous leur signalez le contenu, en 20 minutes, il peut être retiré de la plateforme. Parce que les plateformes de réseaux sociaux, elles savent que le 3018, en France, il a été désigné par la France comme un numéro de référence et une plateforme de référence pour ça. Donc il faut vraiment avoir ce réflexe. Malheureusement... Et on ne le connaît pas suffisamment. Oui, ce n'est pas suffisamment connu. Alors moi, je me bats avec mon association pour que ça le soit. On a signé un partenariat avec Carrefour qui, dans tous ses magasins, va diffuser le 3018, le nom de notre association, des messages sur le harcèlement. Mais il faut faire connaître ce numéro et ses réflexes parce que ça peut vraiment sauver des situations. Je voulais vous faire rebondir aussi sur un des propos de Christine Kelly qui disait finalement il y a quand même un problème dans notre société, c'est la famille a été en partie détruite. On voit bien qu'on est dans un phénomène de montée des violences qui dépasse le phénomène du harcèlement scolaire, avec peut-être une perte de tous les repères fondamentaux. Vous qui vous définissez comme un progressisme, est-ce que l'idéologie progressiste finalement n'est pas en partie responsable de cette perte des repères et des valeurs traditionnelles? Je ne crois pas du tout. Moi, je soutiens totalement la famille. Je considère que j'ai eu la chance, d'ailleurs, de grandir dans une famille aimante et que ça m'a permis de traverser beaucoup de choses et que la cellule familiale, c'est la cellule, évidemment, première et essentielle parce qu'avant d'arriver à l'école, évidemment, que les premières années de sa vie, qui sont les années majeures, et ça, tout le monde l'a montré, Boris Cyrulnik et d'autres, on les passe dans la famille.
Après, je crois quand on parle des enfants violents, des enfants délinquants, des jeunes délinquants, je crois qu'il y a deux sortes de familles. En fait, il y a les parents dépassés et il y a les parents défaillants. Et ce n'est pas totalement la même chose. Vous avez des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, vraiment, et qui malheureusement ont un enfant qui part totalement à la dérive, qui devient délinquant. C'est parfois d'ailleurs des familles monoparentales. Une maman qui a plusieurs enfants, qui doit enchaîner avec son boulot, qui a objectivement très peu de temps d'abord pour elle et pour ses enfants, c'est très dur pour elle en fait. Et donc c'est là où il doit y avoir un accompagnement absolu et renforcé pour les aider et les soutenir. Et puis il y a les parents défaillants, effectivement, qui sont démissionnaires et qui laissent faire. C'est pour ça que dans la révolution pénale pour la délinquance des mineurs que j'avais proposée en tant que Premier ministre, qui malheureusement a été interrompue par la dissolution, mais que je compte bien continuer à défendre, il y a aussi des mesures de responsabilisation des parents. Aujourd'hui, vous avez un enfant délinquant, si les parents ne se présentent pas devant le juge des enfants alors qu'ils sont convoqués, il ne se passe rien, il n'y a pas de conséquences. Donc moi j'avais proposé qu'il puisse y avoir maintenant une sanction financière quand des parents sont convoqués par le juge des enfants et s'y rendent pas. Aujourd'hui dans la loi... C'est quelque chose qui dans votre camp, le camp progressiste, c'était bien vu ou vous trouvez parfois trop conservateur? Mais vous savez, moi j'assume totalement, et quelque part il y a une forme de virage. J'ai pris les rênes du parti Renaissance il y a 1 an maintenant, et une des premières choses que j'ai dites, je l'ai traduite en actes et en propositions, puisqu'on a proposé 82 mesures sur le sujet, c'est qu'en matière de sécurité et d'autorité, il ne peut pas y avoir de « en même temps ». Et que le « en même temps » sur ces sujets-là a pu être une forme d'effacement. Et moi, j'assume totalement une très grande fermeté sur les questions régaliennes. On a fait 82 propositions sur les sujets sécurité, justice, immigration, autorité, laïcité. Elles sont disponibles pour le grand public, parti-renaissance.fr, je vous invite à aller voir. Non, mais je le dis parce que parfois on entend, il n'y a pas de proposition dans le débat public, les partis ne proposent rien. Nous, on travaille et on propose. Autre proposition. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant délinquant qui va par exemple détruire un équipement public, il y a des dommages, la loi dit... Vous nous aviez dit pendant les émeutes, tu casses, tu paies, je crois que tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Est-ce que c'est vraiment mis en place, ça, très franchement? D'abord, j'avais commencé à le mettre en œuvre, puisque par exemple, il n'y avait pas de travaux d'intérêt général pour les enfants de moins de 16 ans. Est-ce que c'est appliqué, ça, par la justice avec qui est débordée? Avec le garde des Sceaux, on a pris une circulaire pénale pour que ce soit désormais possible. Et ensuite, c'est un changement de loi. Le projet de loi était prêt. Malheureusement, la dissolution est passée par là, on n'a pas pu le présenter au Parlement, mais on avance avec des propositions de loi, et évidemment, j'espère avoir l'occasion de pouvoir aller plus loin. Et finalement, moi, très, très sincèrement, en tant que citoyen, les travaux d'intérêt généraux, je trouve ça très bien, notamment très jeunes, mais on parlait des émeutes de banlieue face à des gens qui sont décivilisés, qui agressent des policiers, qui parfois sont tellement violents qu'ils peuvent tuer quelqu'un si on ne les arrête pas. Est-ce que là, c'est pas finalement un peu léger par rapport aux défis et à la progression de la violence qu'enregistre notre société? Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, oui, notre réponse pénale est trop légère, je vais y revenir dans un instant, et 2, ces situations-là, c'est déjà tard. C'est avant que ça arrive, ça, qu'il faut être beaucoup plus ferme. C'est pour ça que moi, je défends aussi un choc d'autorité à l'école. L'apprentissage des droits et devoirs, du respect de la règle, ça doit passer évidemment par l'école. Qu'est-ce que je propose? La création de l'équivalent d'un conseil de discipline à l'école primaire, notamment CM1, CM2. Les professeurs des écoles vous disent aujourd'hui, on voit des comportements chez certains enfants en CM1, CM2 qui ressemblent à des comportements qu'on voit d'habitude, qu'on voyait avant en fin de collège. Il y a une forme de rajeunissement du non-respect de l'autorité et parfois de la violence. Donc il faut adapter nos sanctions. 2, je propose une échelle des sanctions dans l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que parfois certains établissements finalement ont du mal à prononcer certaines sanctions fermes? Parce que quand ils veulent prononcer une sanction, ils ont des familles qui débarquent, des gens qui leur mettent la pression. C'est un peu le sujet que j'avais eu avec la Baïa d'ailleurs. Ils disent, si on avait une règle claire venant du ministère, on est plus fort ensuite face à certains qui veulent contester notre autorité. Si vous permettez, je peux, Alexandre, je me dis qu'on est aussi à un niveau où on demande aux enseignants de ne même pas à faire apprendre la poésie, de ne pas faire de dictée, de ne pas noter, de ne pas... Tellement l'enfant est roi. Il m'arrive de rencontrer des parents d'élèves et qui disent, oui, qu'il y a un enfant qui frappe à l'école et personne n'ose, un enfant qui détruit complètement l'école. Personne n'ose dire à cet enfant, ne tape pas, ne frappe pas, puisque justement, en matière d'autorité, c'est l'enfant qui est roi. Donc c'est difficile à appliquer aussi ce que vous dites. Lorsque on veut faire un conseil de discipline pour un enfant, lorsque
lorsqu'on n'arrive pas à appliquer l'autorité de base, respecte ton voisin, respecte la maîtresse. Il y a des enfants de maternelle qui frappent leur maîtresse, Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants comme ça? Mais c'est pour ça que je dis que moi, je crois que tous les enseignants, en tout cas une très grande majorité d'entre eux, d'abord, ils veulent être respectés, mais évidemment qu'ils considèrent que l'autorité, c'est un des piliers de l'école. Mais ce qui a été défaillant, ce n'est pas tant les enseignants que l'institution qui n'a pas été suffisamment à leur côté. C'est le fameux pas de vague qu'on a connu pendant des années. Si vous n'avez pas l'institution qui vous soutient quand vous prenez des sanctions, ou même parfois l'institution derrière laquelle, j'assume de le dire, vous vous réfugiez pour prendre des sanctions, parce que la pression est très forte avec des familles, ben vous n'y arrivez pas, évidemment. Et donc c'est ça que je crois, il faut changer. J'espère avoir contribué à faire évoluer les choses, mais il faut continuer à le faire. Donc échelle des sanctions, évidemment aussi dans l'éducation nationale. Et puis après, il y a la justice des mineurs. Moi, je propose la création d'une comparution immédiate pour les mineurs. Quand on a 16 ans, qu'on est récidiviste, c'est pas normal qu'on attende quasiment 1 an avant d'être sanctionné. Et ça, c'était dans le texte de loi que je devais présenter en tant que Premier ministre avant la dissolution. Mais c'était cassé par le Conseil constitutionnel, il me semble. Oui, mais alors moi, pour des raisons... Parce que, effectivement, vous avez raison de le dire, je suis redevenu député. C'est pas pour ça que je me suis dit, je mets mes mains dans mes poches et je considère que j'ai plus de responsabilité. Donc ces mesures, je cherche à les faire passer par des propositions de loi. Et le Conseil constitutionnel a censuré cette proposition et cette mesure parce qu'elle avait été, entre guillemets, dans la navette parlementaire et au Sénat, elle avait été changée. Ils ont considéré que juridiquement, elle n'était plus conforme à notre Constitution. On va reproposer quelque chose, mais je vais vous dire, le vrai débat, et c'est un débat qu'il faudra porter en 2027, il est aussi celui de l'évolution de notre Constitution en la matière. Absolument. Évidemment. Exactement, la question de l'état de droit. Pardonnez-moi de le poser. Non, mais en tout cas, la question comme ça. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause l'état de droit, parce que des fois, quand on pose ce mot, c'est déjà sacré. J'ai vu votre réaction, mais quand vous dites qu'il va falloir, en gros, changer la Constitution pour que les juges aient peut-être moins de pouvoir politique, ça s'appelle revoir l'état de droit, non, Gabriel Attal ? C'est d'abord la question de la majorité pénale pour le sujet dont on parle. Si on considère que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, et notamment du fait d'une forme de banalisation de la violence, de rajeunissement de la violence, un mineur de 2025 n'est pas un mineur de 1945, date à laquelle ou époque à laquelle a été créée la justice des mineurs, qui a finalement un peu, mais pas sensiblement évolué depuis, à ce moment-là, il faut changer les règles. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer davantage les règles aujourd'hui? Effectivement, parce que la majorité pénale est à 18 ans. Je pense que ça sera un débat, en tout cas moi, que je veux porter dans les années à venir. Christine Kelly, je vous redonne un peu la parole. Vous expliquiez tout à l'heure que votre fille, Léa, je crois, vous l'avez mis dans un pensionnat, donc je suppose dans une école privée, où il y a de l'ordre et de l'autorité. Vous disiez que le portable était strictement interdit. Pourquoi avoir fait ce choix? Et est-ce que c'est aussi parce que vous n'aviez plus confiance en l'école publique? Alors, j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure le Premier ministre sur le fait que, effectivement, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'il propose de construire maintenant dans l'école publique, malheureusement, c'est le privé qui le fait. L'excellence, le respect de l'autre, le respect de la patrie, le respect de la société, le respect de les valeurs civiques. Dans l'école où elle est, il y a un uniforme, on se respecte l'autre, on apprend la solidarité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, les parents d'élèves sont obligés de fuir souvent l'école publique pour trouver ces valeurs de respect, pour trouver ces valeurs d'excellence, pour trouver ces valeurs où on s'écoute l'un l'autre et en même temps on avance, on travaille, on s'élève, on discute, on lit. Mais Alexandre, il y a des dictées, il y a des sanctions, il y a des conseils de discipline dont parlait Gabriel Attal, et il y a de l'autorité. Il faut renouer avec l'autorité. Et ce sont malheureusement certaines écoles qui renouent avec l'autorité. Et j'aime bien parce que j'ai reçu, comment il s'appelle, le psychologue Michel Maurice Berger, oui. Voilà, sur mon plateau de CNews. Psychologue spécialiste justement de la violence des adolescents. Et qui disait que si on ne s'occupe pas de ça quand l'enfant est tout petit, on ne peut pas s'en sortir après. Tout petit, vraiment tout petit. Si on n'apprend pas à l'enfant l'autorité, le respect, on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois
le faire dans la cellule familiale et sensibiliser les parents à renouer avec une certaine autorité dans la cellule familiale et effectivement redonner les moyens à l'institution de l'éducation nationale pour renouer avec l'autorité pour que l'enfant puisse pouvoir évoluer dans une société qui devient de plus en plus violente et pour qu'on ne puisse pas avoir cette fuite des parents vers l'école privée. Gabriel, ça passe, ça passe y compris vraiment par une forme de combat culturel. Et c'est vrai que ces dernières années, en tout cas dernière décennie, on avait laissé dans une forme de pédagogisme s'installer cette idée que finalement il y avait une relation d'égal à égal entre l'enseignant et ses élèves. Exact. Et moi je me suis toujours battu, vous m'avez toujours entendu le dire dans mes fonctions, et c'est d'abord par le discours aussi qu'on doit réinstaurer ça. Il n'y a pas de relation d'égal à égal entre un enseignant et ses élèves. Comme le parent et l'enfant, il n'y a pas de relation d'égal à égal. Parce qu'en fait, il y a celui qui sait et il y a celui qui apprend. Et donc évidemment que celui qui sait a une autorité par son savoir sur celui qui apprend, et ça ne peut pas être une relation d'égal à égal. Gabriel Attal, vous nous avez parlé même de politique pénale, et c'était très intéressant, et d'ailleurs on pourra même vous réinviter sur la question, parce qu'effectivement je pense que les questions constitutionnelles, les questions de justice administrative, mais aussi les questions de réponse pénale sont vraiment des enjeux fondamentaux. Mais ce que nous dit tout de même Christine Kelly, c'est que finalement le choc de l'autorité, il existe dans l'école privée. Pourquoi ce qui est possible aujourd'hui, compte tenu de l'état de droit tel qu'il est, pourquoi c'est possible à l'école privée et pourquoi c'est pas possible à l'école publique? C'est possible à l'école publique, à condition de s'en donner les moyens et de les dicter comme un objectif clair pour nos établissements scolaires. Moi, je crois, comme l'a dit Christine, que le phénomène des dernières années qui est terrible, c'est qu'on a des familles qui se disent « si je veux que mes enfants réussissent, il faut les mettre dans le privé ». Et là où c'est terrible, c'est triste. C'est triste d'abord parce qu'il y a une forme d'inversion par ailleurs, parce que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'était plutôt l'inverse. C'était les enfants réussissaient. Moi, mes parents sont enseignants. Voilà. Les enfants réussissaient dans le public et en général, les enfants qui allaient dans le privé, c'était des enfants à difficulté. Oui, il y avait des problèmes. Il y a 3 ans. Voilà. On voit que ça s'est totalement inversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous devez bien voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un blocage à l'intérieur de l'institution? Il y a un livre récemment de Joachim Imad qui explique, qui s'appelle « Main basse sur l'éducation nationale » et qui explique qu'il y a une sorte d'état profond. Alors peut-être que vous ne reprendrez pas ce terme, mais une sorte d'état profond à l'intérieur de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous voulez reprendre ce terme, mais des blocages très importants à l'intérieur de l'institution? Parce que ça fait longtemps que des hommes politiques parlent d'autorité et qu'on voit que c'est difficile de l'appliquer. Mais d'abord, moi je pense que la responsabilité des ministres quand ils arrivent, c'est pas de se dire on peut rien faire, l'administration va bloquer, il y a un état profond, etc. C'est de se donner les moyens de changer les choses. Je vais vous donner mon exemple. J'arrive au ministère de l'Éducation nationale, je dis que je veux faire respecter la loi de 2004 sur la laïcité et donc interdire le port de tenues religieuses, l'abaya, le camis dans les établissements scolaires. On me dit c'est impossible. On me dit c'est pour ça que tes prédécesseurs ne l'ont pas fait, c'est pas possible juridiquement, ça ne marchera pas. Je dis mais en fait, ça sera possible parce qu'on va décider de le faire. Résultat des courses, non seulement l'abaya a été interdite dans les établissements scolaires, mais la justice administrative, le Conseil d'État m'a donné raison sur la forme et sur le fond. On me disait que ça serait impossible. Ensuite, sur l'élévation du niveau, parce que pour moi c'est ça le vrai sujet. À la fin, les parents, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait suffisamment d'exigences pour que leurs enfants puissent apprendre, que le niveau s'élève. Et c'est vrai que malheureusement, on a laissé s'installer l'idée que c'était dans le privé qu'on trouverait ça et pas dans le public, ce qui est une inversion absolue des choses. Je me suis battu pour changer ça. J'ai fait ce qu'on appelle le choc des savoirs. 2/3 des mesures que j'avais annoncées au moment du choc des savoirs sont mises en place. Retour du redoublement. On avait, époque 2012, etc., totalement supprimé le redoublement. En France, il n'y en avait plus. Voilà. Et donc, quand vous avez des enfants qui glissent de classe en classe, sans qu'on se pose la question à un moment de savoir si c'est bien de continuer à les faire progresser dans l'enseignement et pas de les faire redoubler, vous n'élevez pas le niveau. Évidemment, ça tire tout le monde vers le bas. Et les élèves eux-mêmes, ça les tire vers le bas, les élèves qui sont concernés. Et par ailleurs, vous ne donnez pas beaucoup d'autorité aux enseignants si vous laissez aux familles décider s'il faut redoubler ou pas. Oui. L'enseignant qui dit « cet enfant, cet élève n'a pas le niveau pour passer dans la classe supérieure », vous vous rendez compte qu'on avait changé la règle. Enfin, ce n'était pas nous, c'était à l'époque 2012. Changer la règle et que maintenant,
c'est la famille, c'était la famille qui avait le dernier mot. Vous pouvez dire à l'enseignant, non, mais moi je sais mieux que vous, mon enfant peut passer dans la classe supérieure. J'ai changé cette règle. Il y a plus de redoublement aujourd'hui qu'il y en avait avant que je change cette règle. Les groupes de niveau, en français et en mathématiques, on me disait c'est pas possible, personne n'acceptera sur le terrain, l'administration n'acceptera pas. Ce qui est pour moi une forme d'évidence que, en fait, quand vous avez dans la même classe des élèves qui ne savent pas compter et des élèves qui comptent parfaitement, en fait, personne ne progresse. Et ça, c'est les enseignants eux-mêmes qui vous le disent. Je me retrouve à faire un cours moyen. Nivellement par le bas. Voilà, exactement. Et bien dire que maintenant, vous avez des groupes en français et en mathématiques par niveau, moi j'assume le terme, oui, évidemment que ça permet de faire progresser davantage nos élèves. Les mathématiques, qui avaient malheureusement, avec une réforme pour le coup récente, quasiment disparu pour une partie des élèves, j'ai fait revenir les mathématiques pour tout le monde. J'ai créé, et les élèves de première seront les premiers cette année à la passer, une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première, comme l'épreuve de français, pour tous les élèves. Ça n'existait pas. La méthode de Singapour pour l'apprentissage des mathématiques en primaire, elle est en train de se mettre en place dans... Elle est appliquée dans le privé déjà. Elle était appliquée depuis très longtemps dans le privé, mais c'est pareil. Voilà, c'est des choses... Le public, on disait, non, c'est pas nos méthodes, etc. Ça marche. Tous les pays autour de nous, ça fait bien longtemps qu'ils s'en sont emparés. C'est d'ailleurs une méthode qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une méthode spécialement singapourienne. Ils se sont inspirés pour la construire, y compris de la méthode française de Ferdinand Buisson. Oui. C'est comme ça qu'ils ont construit la méthode de Singapour. On a abandonné. Et nous, on l'avait abandonné. Donc voilà, les choses sont en train de se faire. Malheureusement, certaines des mesures que j'avais annoncées ont été soit abandonnées, soit défaites par mes successeurs. Justement, mais, vous avez dit... Mais je vais me battre pour qu'elles puissent revenir, notamment le fait qu'on ne puisse pas passer au lycée quand on n'a pas son brevet. Ça me paraît évident en termes de niveau. Ça a été défait par Madame Borne, mais j'espère que je pourrai le remettre. Eh ben justement, j'allais vous poser la question. Quand vous êtes devenu Premier ministre, vous avez dit l'éducation est la mère des batailles. Je crois que c'était votre formule. Est-ce que ça a vraiment été la mère des batailles sous Emmanuel Macron? Parce que vous l'avez dit, on a du mal à voir quelle a été le fil rouge du président de la République en matière d'éducation. Ça a commencé avec Jean-Michel Blanquer, qui était sur un logiciel plutôt d'autorité et républicain. On a eu Pape Ndiaye, on a eu Gabriel Attal, on a eu Elisabeth Borne, et je ne sais combien de premiers ministres dont on a oublié le nom. Je crois que c'est le ministère qui a connu le plus de changements de ministres en 7 ans. Est-ce que ce n'est pas une faute politique, tout simplement ? L'école, c'est vraiment du temps long. Quand on prend des mesures qui concernent les élèves de CP, c'est la France de 2040 qu'on prépare. Donc c'est vraiment du temps long. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à avoir une forme de permanence et de fondamentaux qu'on ne bouge pas. Et c'est vrai que quand vous avez un ministre qui arrive et qui défait ce qui a été fait par son prédécesseur sur des sujets aussi importants, j'ai donné l'exemple à l'instant que les savoirs fondamentaux et l'exigence en matière de niveau, ça n'aide pas. Pour autant, je pense quand même qu'il y a peut-être 2 grands éléments qui sont restés des dernières années et qui ont été permanents. C'est d'abord l'attention donnée au premier degré. Et Christine le disait à l'instant, c'est vrai à la fois pour l'éducation des enfants dans les familles, mais c'est vrai aussi pour l'école. Beaucoup se joue dans les premières classes et à l'école primaire. Je fais une petite parenthèse, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre. Comme ma fille, elle est en 5e, le professeur de maths disait aux parents d'élèves, si vos enfants, en 5e, ne connaissent pas leur table de multiplication, qu'on apprend en primaire, par cœur, le collège, échec total. Personne ne le sait. Et là, si en primaire, tu n'as pas obligé ton enfant à faire à l'ancienne, à apprendre à l'ancienne les tables de multiplication, tu as un échec assuré au collège. Petite parenthèse pour montrer effectivement comment tout se joue au primaire et c'est capital. Et aujourd'hui, vous avez un tiers, dans les études qui sont faites, les évaluations qui sont faites par le ministère, un tiers des élèves qui rentrent en 6e qui ne savent pas convenablement lire, écrire, compter. Et en fait, quand vous rentrez au collège dans ces conditions-là, c'est très dur de rattraper. Donc, honnêtement, la priorisation des moyens sur le premier degré et l'école primaire, en 2017, ça a été décrété et c'est resté quels que soient les ministres. Les ministres. Voilà. Gabriel Attal, il nous reste 4 minutes. On avait dit qu'on ne parlait pas
de politique. Je crois qu'on a, fait du bien, je pense, y compris ça me fait du bien. Non, mais ça fait du bien à moi, ça fait du bien à ceux qui nous regardent. De politique politicienne, parce que je pense qu'on a parlé, politique, mais voilà, profitons des 3 minutes qui restent, c'est le jeu pour poser d'autres questions d'actualité. Je crois d'ailleurs que Christine Kelly avait une question à vous poser sur la liberté d'expression et les médias. Vous savez, lorsque C8 a été supprimé, j'avais fait un article dans le journal du dimanche, et en disant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'ARCOM, ils sont plus aptes à supprimer C8, au lieu, par exemple, en 2 clics, on parlait de la pornographie, les enfants, ils ont accès à la pornographie. Monsieur le Premier ministre, ma question, c'est où en est la liberté d'expression aujourd'hui en France, à la télévision? Pardonnez-moi, mais c'est politique et puis c'est sociétal. C'est-à-dire lorsqu'on voit qu'on ferme une chaîne comme C8 et lorsqu'on voit qu'on accuse une chaîne comme CNews qui ne fait que parler de la réalité de la France. Moi, je défends la liberté d'expression et vous m'avez toujours vu aller sur toutes les chaînes de télévision, y compris quand certains expliquaient qu'il ne fallait pas y aller pour plein de raisons. On a des institutions, et dans ces institutions, il y a des autorités administratives indépendantes, dont l'ARCOM que vous connaissez évidemment très bien. J'y étais et j'ai vu aussi, Monsieur le Premier ministre... Vous étiez au CSA, pour être exact. Avant l'ARCOM. Voilà, c'est l'ancêtre de l'ARCOM. Et j'ai vu comment les sanctions, par exemple, contre le service public étaient beaucoup plus rares que les sanctions contre le privé. On le voit aujourd'hui. Et vous avez ajouté un point qui est pour moi très important aussi, c'est que aujourd'hui, dans la régulation de ce qu'il y a en ligne, objectivement, on est très faible. Y compris l'ARCOM ne permet pas véritablement aujourd'hui de le réguler. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est partie de leur mission. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour réguler ce qui se dit sur des chaînes de télévision. Si vous n'êtes pas capable de réguler ce qui se diffuse sur des réseaux sociaux, quelque part, c'est un peu un vœu pieux. Donc moi, je pense qu'on doit être beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Il y a eu un 2 poids 2 mesures de l'ARCOM? Non, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je trouve que globalement, nos institutions ne sont pas très efficaces pour réguler ce qui se dit en ligne. Et que vous pouvez mettre plein de règles ou faire des sanctions sur des chaînes de télévision, mais si sur ce média qui est maintenant omniprésent, je montre ça parce que c'est mon téléphone portable qui est dans ma poche, c'est pas bizarre, sur ce média numérique qui est maintenant permanent dans nos vies, en fait, il n'y a pas de contrôle, pas de régulation, bah évidemment... Est-ce que CNews a le droit d'exister pour vous? Pardonnez-moi, je rajoute, il m'a donné une carte blanche, donc j'y vais. Pourquoi est-ce que CNews n'aurait pas le droit d'exister? On entend des voix ici et là qui, au nom de je ne sais pas quoi, CNews n'a pas le droit d'exister, alors qu'on défend la liberté d'expression. Mais encore une fois, moi, c'est pas moi de dire, de faire des commentaires sur la ligne éditoriale de chaînes de télévision. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à un moment, je pense qu'on bascule dans quelque chose, si c'est les politiques qui le font, qui n'est pas tout à fait soutenable ou acceptable. Moi, j'ai toujours été, partout où on m'invitait, et je trouve que c'est parfois un peu facile de regretter le sentiment donné par une chaîne qu'elle a une forme de tendance politique, mais de refuser d'y aller soi-même. Par définition, si vous n'y allez pas, c'est sûr qu'il n'y a que ceux qui acceptent d'y aller qui parlent, et donc forcément, ça donne une tendance politique. Il reste 40 secondes. Moi, je voulais vous poser une question tout de même politique. Durant toute cette interview, vous êtes posé en homme d'ordre, d'autorité. Il y a 1 an et demi, dans l'entre-deux tours des législatives, vous avez appelé à faire barrage au Rassemblement national en allant jusqu'à appeler à voter pour des candidats LFI. Compte tenu du résultat chaotique à l'Assemblée nationale, mais aussi de la dérive antisémite, de la dérive de LFI, qui est tout sauf un parti d'ordre et d'autorité, est-ce que vous n'avez pas un regret, Gabriel Attal? D'abord, moi j'ai abordé ces élections législatives à l'époque en disant que je me battais contre les extrêmes. Et d'ailleurs, certains m'avaient même reproché à l'époque de dire... Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan? Est-ce que vous n'avez pas choisi un extrême beaucoup plus dangereux qu'un autre? Non, je n'ai pas choisi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis battu contre les deux. Et au premier tour, il y a 60 circonscriptions en France où mon parti n'a investi aucun candidat parce que c'était des circonscriptions qui risquaient de basculer, notamment à la France insoumise. On a même retiré des candidats qui étaient des députés sortants dans des circonscriptions où on se disait... Là, si notre candidat se maintient, comme il y a plusieurs candidats de la même sphère politique, LFI risque de gagner. Et donc le soir du premier tour, LFI n'était plus en situation de gagner ces élections législatives. Et donc il y a eu une décision collective qui a été prise par à peu près tous les partis de désister des candidats pour, au deuxième tour, empêcher que le Rassemblement national puisse y arriver. Mais par ailleurs, à la fin, c'est quand même les Français qui ont voté.
Je veux dire, on donne le sentiment parfois que c'est les partis qui décident à la place des gens. Il y a eu des désistements de candidats. Oui, il y a eu quand même un petit jeu. Mais vous avez des Français. Les Français. Non, mais attendez, vous avez des Français qui empêchaient quand même les Français de voter. Et parfois, ils voulaient voter pour des candidats qui n'étaient plus là, monsieur le Premier ministre. En tout cas, à la fin, ils décident de voter ou pas. Et ils décident pour qui ils votent. Heureusement, d'ailleurs. Il y a eu un vrai barrage républicain. Et pardon, il y a eu des désistements. Et mettre les deux extrêmes sur le même plan, pardonnez-moi, mais je trouve ça plutôt surprenant. Pour plein de raisons différentes, moi, c'est des offres politiques, des partis politiques que je conteste et que je combats. Pour des raisons qui sont différentes, pour des histoires qui sont différentes, et pour des menaces aujourd'hui pour le pays qui sont évidemment différentes. Merci. Chacun a son histoire et chacun a son idéologie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Christine Kelly, merci Gabriel Attal d'avoir été là. Je crois que c'était passionnant. On retrouvera ce débat sur le Figaro Magazine dans 10 jours. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.